Voilà. J'espère que ça marchera mieux que la semaine dernière. Je monte le diaporama. Le voilà. Je- Bonjour, Rafi. Bonjour Laurent, ça va? Ça va, très bien. Je vois Simone qui est à son poste de combat. Efrat aussi. Richard, Claude aussi. Marc, bien entendu. Alors, c'est ça va, on va pouvoir attaquer. Il y a encore des gens qui rentrent, alors je tire un petit peu sur le temps parce que comme je vois que ça rentre encore. Bon, eh bien, messieurs, dames, nous allons nous attaquer à la vieillesse. Ah, ça fait déjà 3 séances que nous travaillons sur la vieillesse, c'est la quatrième aujourd'hui. On avait commencé la semaine dernière à parler de ce texte du rabbin Levi Yitzhak Schneerson qui euh, expliquait qu'on peut être jeune quand on est vieux et vieux quand on est jeune, hein. Et alors, Maïmonide nous dit quelque chose d'autre. C'est là qu'on va commencer aujourd'hui. Maïmonide, dans le Guide des égarés, qui existe en français, je ne sais pas si vous le savez, je vous dis tout de suite que sa lecture en français n'est pas tellement plus facile qu'en hébreu. C'est du coriace. Et, alors, Maïmonide dit les philosophes ont aussi exposé que dans la jeunesse, les forces corporelles sont un obstacle pour la plupart des qualités morales et à plus forte raison pour cette pensée pure résultant de la perfection des idées qui conduisent l'homme à aimer Dieu passionnément. Ouais, c'est quelque chose qui est très frappant dans la philosophie. C'est que pendant des siècles, les philosophes ont pensé que toutes nos pulsions physiologiques, finalement, venaient troubler notre intellect. Et que dans la vieillesse, bien sûr, c'est plus comme ça. Je ne suis pas du tout convaincu. Mais alors, vraiment pas du tout convaincu de cette affirmation. Est-ce que le corps trouble l'intellect? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que le corps aide à l'intellect, plutôt qu'il l'empêche de fonctionner. Un jour, Si le corps est malade. ah, ça c'est autre chose. Si le corps est malade, c'est comme si l'esprit est malade. C'est-à-dire, bon, le fonctionnement est différent à ce moment-là. Ça va plus. Mais si ça fonctionne, et même, il y a des gens malades qui ont réussi à très bien fonctionner. Hein, c'est pas une loi générale non plus. On peut pas dire que c'est que c'est un dogme ou que c'est quelque chose qui définit tous les hommes. En tout cas, donc, la pensée pure, je ne sais pas non plus ce que c'est que la pensée pure. Ce sont des expressions assez complexes. Donc, et la perfection des idées qui conduisent l'homme à aimer Dieu passionnément. Vous savez, j'ai connu, pas personnellement, mais j'ai connu des gens jeunes qui aimaient Dieu passionnément. Je vous en donnerai deux exemples. L'un, c'est chez les Juifs, je vais vous les donner, je n'ai même pas besoin d'aller ailleurs. L'un, c'est Rabbi Nachman de Bretzlev, qui est mort très jeune, et l'autre, c'est le Hari de Tzvat, de Safed, qui est aussi mort très jeune. Et tous les deux aimaient Dieu passionnément, corps, pas corps, ça ne jouait absolument aucun rôle là-dedans, ou du moins un rôle extrêmement minime. Alors, et c'est vrai aussi chez les non-juifs de la même façon, hein. C'est pas quelque chose qui est typiquement juif.
il y a ça, excuse-moi de te couper, mais il y a ça aussi chez les Haredim, les jeunes, qui sont vraiment complètement dans leur histoire. Mais d'un autre côté, alors c'est vrai qu'ils sont. Il y a quelque chose un peu juste quand même, parce que c'est vrai que la séparation pensée et corps n'est plus actuelle. Elle était avant Spinoza, avant, dans tous ces moments-là. Maintenant, on n'en est plus dans cette possibilité de séparer comme ça. Mais ceux qui sont plus dans la pensée, on va dire, prenons les Haredim, qui sont vraiment dans la pensée et pas dans le corps, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de sport, ils négligent leur corps. Ils sont quelque part complètement, ils aiment Dieu, c'est vrai, ils sont très jeunes, ils aiment Dieu, mais ils négligent leur corps. Comme finalement ce qu'il dit, ils n'en tiennent pas compte, ils ne l'utilisent pas, ils ne le magnifient pas et ils le négligent, même, on peut dire. Alors, je vais dire quelque chose de très méchant, Laurent. Oui, Alors, de très, très méchant. C'est pas parce qu'on est Haredi, qu'on est un ultra-orthodoxe, qu'on aime Dieu. Ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui négligent leur corps, tout simplement parce qu'ils négligent leur corps. D'ailleurs, ce n'est pas tous. Hein. Il y en a qui négligent leur corps, il y en a qui négligent pas leur corps. Ou si vous badez, vous verrez des gens qui font de la marche. Donc, c'est pas aussi c'est évident. vrai, c'est Donc, vrai, mais moi je vois par exemple mon neveu qui est Haredi et qui est jeune et qui aime passionnément Dieu. On sent qu'il néglige son corps quand même. C'est-à-dire que même pourtant, il était sportif quand il était très jeune avant d'aller vraiment vers Dieu. Il faisait du karaté, il faisait des choses comme ça. Et puis petit à petit, il a carrément laissé tout ça et il est complètement là dans les sphères de l'esprit, quoi. oui, mais alors là, tu parles de quelqu'un qui a fait un changement dans sa vie. C'est quelqu'un qui est allé qui n'était pas un orthodoxe, qui est allé vers l'orthodoxie. Ça, c'est différent. C'est des gens qui changent leur voie. Alors, souvent, ça va vers des extrémités. On change sa voie. Hein. On va adopter d'autres formules qui sont à l'opposé de ce qu'on faisait avant, pour essayer peut-être de rétablir un équilibre. En tout cas, c'est Maïmonide qui dit ça. Quand tu es à une extrême, si tu veux passer à l'autre extrême, si tu veux passer au milieu, il faut d'abord aller à l'autre extrême. Donc, pardon, quelqu'un qui parle. Bon. Alors, je continue le texte. Il est impossible de penser naisse tant que dure l'ébullition des humeurs corporelles. Ben, ce n'est pas l'avis de Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy a dit on ne peut pas créer si on a une libido. Si vous parlez avec quelqu'un, fermez votre micro, s'il vous plaît. Soyez gentil. Mais à mesure que les forces du corps s'affaiblissent et que le feu des désirs s'éteint, l'intelligence se fortifie, sa lumière augmente, sa compréhension a plus de clarté et elle éprouve une plus grande puissance de ce que la sorte que dans l'homme, est sous le poids des années et près de mourir, cette compréhension prend un grand accroissement, donne une jouissance, jusqu'à ce qu'enfin, au milieu de cette jouissance, l'âme se sépare du corps. Ouais, ben, oui, mais ça peut ne pas être non plus. Hein. On voit des gens âgés dont le seul désir, par exemple, est de manger. Tout est autour de la nourriture. Alors, ce n'est pas au niveau de l'esprit, ça, c'est au niveau du corps. Et puis, c'est vrai qu'il y a des gens qui, en vieillissant, sont de plus en plus affûtés ou affinés du point de vue de leur intellect, mais on peut aussi trouver ça chez des jeunes. Ce n'est pas forcément lié au corps. Donc, moi, je pense que c'est des propos qui sont à prendre avec des pincettes parce qu'on peut très bien dire le contraire. Bon. Alors maintenant, nous retournons à Caton hein, et à notre De Senectute au sujet de la vieillesse. Et il nous dit comme ça, ne laisserions-nous pas à la vieillesse des possibilités d'instruire, d'éduquer, de préparer la jeunesse à toutes sortes de devoirs? Y a-t-il rien de plus beau que ces efforts? Cnéus et Publius Scipion étaient deux aïeux, Lucius
Emilius et Publius Africanus, je n'ai pas besoin de vous les présenter, tout le monde les connaît, n'est-ce pas? Paraissait heureux d'être en compagnie de jeunes nobles, et aucun des gens qui enseignent les vertus ne peut être tenu pour malheureux, même si les forces déclinent et lui manquent. D'ailleurs, ce force se produit plus souvent à cause de la jeunesse que de la vieillesse. Une jeunesse qui se laisse aller sans modération obtient pour résultat l'épuisement du corps chez le vieillard. Alors ça, c'est une théorie extrêmement intéressante. C'est une théorie extrêmement intéressante parce que, voyez-vous, je vais aller en Chine. Vous me permettez de faire un petit tour vers la pensée chinoise et la médecine chinoise. Alors, vous avez ici le symbole du yin et du yang, n'est-ce pas? Le symbole du yin et du yang. Le yin étant en Chine du côté droit et le yang du côté le yang étant du côté droit et le yin du côté gauche, c'est-à-dire que je dis des bêtises maintenant. Le féminin, c'est le yin. Hein. Le côté droit, c'est le féminin. Le côté gauche, c'est le masculin en Chine. Alors maintenant, j'ai rectifié parce que j'étais en train de me tromper. Donc, à droite, c'est l'intériorité, à gauche, c'est l'extériorité. C'est comme ça que les Chinois voient ça. Ils ont raison, ils n'ont pas raison, j'en sais rien, mais c'est intéressant de le noter. Et vous voyez ici, je vous ai mis sur le diaporama tout un tas de concepts qui rejoignent ces notions-là. Donc, on a une culture ici, en médecine chinoise, en philosophie chinoise, où il est dit que la fatigue et la vieillesse sont attribuées à ce qu'on appelle l'épuisement du rein. Alors, vous allez tâter vos reins dans un instant. N'essayez pas de tâter vos reins parce que ça n'a rien à voir. Le rein, c'est un concept. Le rein, c'est un organe physique. C'est le réservoir d'une énergie, d'une essence qui s'appelle le yin et qui est considéré comme la racine de la vie et un capital énergétique chez la personne. Il y a deux yin. Il y a l'inné, ou l'essence ancestrale. C'est ce que nous recevons en arrivant au monde. Hein, c'est peut-être notre charge ou notre héritage génétique. Hein, si on veut parler dans d'autres termes. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça soit exactement parallèle. Si vous parlez, fermez vos micros, s'il vous plaît. Soyez gentils. Et ce capital nous permet de grandir. C'est les choses les plus basiques qui sont là. Et par exemple, la quantité de vie que nous allons vivre, la longévité. Alors ça, on l'a dans le rein. C'est stocké dans le rein. Mais le rein, encore une fois, c'est à prendre autrement que rein. C'est un concept beaucoup plus général. Et le vieillissement est un processus normal et perçu comme la diminution de cette essence du yin. Parce que le rein, avec l'âge, va s'affaiblir. Et toutes les fonctions qu'il gouverne sont évidemment impactées. Vous savez, cette énergie, elle a une limite. C'est comme si vous achetez une pile. Au début, elle fonctionne très très bien, et puis avec le temps, elle va moins fonctionner. Et bien, c'est exactement ça. Et ça se manifeste par la fatigue. Je présume que certains d'entre vous savent de quoi je parle. La fatigue. C'est quelque chose qui définit très bien nombre de gens vieux. Les manifestations de l'épuisement du rein, ça peut être aussi bien du côté du yin du rein, parce que dans le rein, il y a le yin et il y a le yang. Hein. Dans tout, il y a yin et yang. Le yin du rein
c'est la substance, la fraîcheur, le repos, et le yang du rein, c'est la chaleur, l'activité, fonction. Alors, avec l'âge, il y a un déficit du yang, mais il y a un déficit du yin. C'est-à-dire que cette fraîcheur, on la sent moins. Le repos, on dort la nuit, mais on n'est pas aussi reposé le matin en se levant. Ou alors, le déficit du yin, on a moins d'activité, on a plus froid, etc., etc. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. C'est pour les Chinois. Alors, toute la vie dans la conception chinoise, il devrait y avoir un équilibre, une harmonie entre ces deux forces, yin et yang, entre l'intériorité et l'extériorité. Il devrait y avoir un équilibre. Mais généralement, dans la nature, il y a un déséquilibre. Et on a des symptômes de vieillesse. Alors, dans le déficit du yang du rein, on nous dit on manque de chaleur et de force dynamique. Donc, on est fatigué, on est frileux, on a mal aux genoux, on a mal au dos. Vous connaissez? Vous savez de quoi je parle? Et on a besoin de sommeil, mais on dort moins bien, etc. On va plus faire pipi, etc., etc. Bon, et il y a dans le déficit du yin, du rein, la peau sèche. Vous avez remarqué que votre peau est beaucoup plus sèche, que vous devez mettre beaucoup plus de crème que par le passé, parce que la peau se dessèche. Et ben voilà, vous êtes dans cette perspective. La chaleur des mains diminue, elles sont plus froides, on a des sueurs nocturnes parfois, on a la bouche sèche, on est agité, on peut avoir de l'insomnie alors qu'on est très fatigué. Tout ça, c'est lié au rein dans la médecine chinoise. Donc la vieillesse est liée au rein. En médecine chinoise, on dit que le corps humain est régi par 3 substances fondamentales. Il y a le yin, c'est ce dont je viens de parler, l'essence, le qi, l'énergie vitale, qui se trouve au-dessous du nombril, et le shen, qui est l'esprit, la conscience. Donc, on a 3 forces qui nous animent, qui nous permettent de vivre. Le yin est la ressource la plus puissante des 3. Pourquoi? Parce que on l'a, c'est notre acquis, c'est notre inné, c'est avec ça qu'on vient au monde en grande partie. On peut recevoir de l'acquis, du yin acquis par la nourriture, par une bonne vie, etc. Mais malgré tout, avec l'âge, on perd cette force. Et si on réussit pendant de longues années à recharger ce yin prénatal, hein, alors notre vie, elle peut être meilleure, on peut vivre plus longtemps, etc. Mais tout ça, c'est à prendre avec de grandes précautions. Donc, la médecine chinoise considère que toute forme d'excès ou de dissipation sollicite et épuise directement le yin des reins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un homme vit dans les excès, il va se passer quelque chose de négatif dans sa vie. Il va en subir les conséquences. Et c'est ce qu'on appelle chez les jeunes, en Chine, les plaisirs de la jeunesse qui mènent à l'épuisement. S'il y a une dépense excessive d'énergie et pas de récupération adéquate. Alors, il faut bien faire attention à ça. C'est très important. Donc, vous voyez, les Chinois sont d'accord avec Cicéron. Hein. Les types d'excès, quels sont ces types d'excès dont parle la médecine chinoise? C'est pas pour rien que je vous donne ça, parce que je vais aller après, je vais ramener ça sur le monde juif. D'abord, l'intempérance sexuelle. Les Chinois sont pour la sexualité. Elle est très bien, comment dire, et elle s'accorde très bien avec la philosophie chinoise et la médecine chinoise, mais avec prudence, c'est-à-dire ne pas créer un manque de libido dans l'homme par un excès d'action sexuelle. De la même façon, l'excès de travail, quand on est
on dit un work alcoolique, hein, quelqu'un qui est accro au travail, et ben, de la même façon, il épuise vous savez, les Chinois, ils aimaient beaucoup ne pas travailler. Ils ont une théorie qui s'appelle le Wu Wei, ne rien faire. Ou pour eux, ne rien faire, c'est faire énormément. Les excès émotionnels. Ah oui, alors le bouddhisme va vous dire qu'il ne faut pas il faut pas rentrer, il faut pas se mettre en colère, il ne faut pas être inquiet, il faut rester. Oui, Être détaché. oui, André, qu'est-ce qu'il y a? C'est le plus important André, des enfants. La peur pour l'instant qui André, on ne t'entend pas. C'est haché. Il faut que tu fasses quelque chose avec ton ordinateur ou avec ton téléphone. Ce qui ne va pas dans ton ordinateur. Parce que ce n'est pas normal que ça fasse ça. Et ce n'est pas la première fois. Alors, complètement haché ce que tu dis. Je ne comprends pas. Et je crois que je ne suis pas le seul. Alors, il faut absolument que tu fasses quelque chose avec tu fasses appel à un technicien pour ça. Bon, et je m'excuse, hein, mais quelqu'un voulait dire autre chose là pour l'instant? Moi, ça me fait penser à l'expression desireless, sans désir, Oui, pour les oui. bouddhistes. Les Chinois disent pas ça, mais ils disent il faut que ça soit très contrôlé, toutes ces choses-là. Parce que quand on a trop d'excès émotionnels, alors ça mène on dort mal la nuit, on est irritable, on n'arrive pas à se concentrer. Et puis souvent, ça mène à la dépression, à l'angoisse. Je n'ai pas tout noté, hein, tout ce qu'on peut noter là-dessus. Et ça abîme tous les organes, tout le corps finalement. Et pas seulement le corps, parce que vous savez qu'en Chine, le corps et l'esprit, il n'y a pas deux. Et puis, les Chinois nous disent aussi une mauvaise hygiène de vie. Si on ne fait pas attention au sommeil, il faut dormir correctement. Si on boit trop d'alcool, si on mange trop gras. Aujourd'hui, on en revient de ces choses-là, mais manger gras aujourd'hui, c'est plus, on le considère très différemment d'il y a même 4-5 ans, hein. Ça affaiblit le yin, hein, dont on parlait tout à l'heure, de cette essence que l'on a en naissant. Alors, le vieillissement prématuré est la cause, et l'épuisement du yin dans les reins, est la cause fondamentale de cette vieillesse en médecine chinoise. Lorsque ce capital, parce que c'est un capital, hein, je répète, c'est comme une pile, on reçoit ça au moment où on est en gestation, on reçoit cette force et elle va nous accompagner toute la vie. Et alors, il va se passer une chose comme cette force, cette essence. Je vais reprendre ce que tu dis dans un instant, André. Cette force que nous avions à la base, cet élan vital, je dirais presque comme Bergson, qui nous anime, eh bien, va nous emmener dans une vieillesse prématurée, une dégénérescence. On va perdre les cheveux. Aujourd'hui, on sait que perdre les cheveux, ce n'est pas forcément lié à une dégénérescence. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Le grisonnement précoce, la perte de tonicité de la peau, hein, les douleurs dans les os. Aujourd'hui, on connaît tout ça. Les maladies articulaires. On manque de mémoire. On n'arrive plus à se concentrer. Et il faut que je retrouve ce que tu as dit, parce que ça s'est effacé. Une seconde, je cherche ce que tu as dit. Dans le chat,
Oui, je cherche. Mais moi, je ne peux pas ouvrir le chat parce que j'ai le share. C'est l'excès de peur qui touche l'énergie du rein, excès de sel. Elle a déjà changé son zoom en plus, elle te le dit. D'accord. Non, oui, tout ça, tout ce qui est excès en Chine est mal vu, hein. Tout ce qui est excès. Les excès ne doivent pas être, n'ont pas une grande place dans la vie du Chinois modèle. Je dirais modèle parce que je ne suis pas du tout sûr que les Chinois réagissent comme ça. Bon, alors revenons maintenant aux faits juifs parce que c'est intéressant de comparer Rome, les Chinois, les Juifs, tout ça, c'est des mondes différents. Et pourtant, il y a plein de choses qui sont en commun et qui en même temps ne se rencontrent pas toujours. Il est dit dans le Deutéronome, dans la Bible, donc, souviens-toi des jours anciens, réfléchis de génération en génération, interroge ton père et il te racontera tes anciens et ils te diront. Alors il y a quelque chose là dans cette phrase qui est extrêmement important. On ne peut se construire mentalement et physiologiquement que si on a un passé, que si on a des racines. Et les ancêtres sont là pour nous donner les racines. Parce que les ancêtres, ce sont les passeurs. Ce sont eux qui amènent ce qu'il y avait avant. Je sais bien qu'aujourd'hui, on vous dit souvent « Oh oui, mais tu nous rases avec tes histoires du temps passé. » Eh oui, mais pourtant, les histoires du temps passé, elles sont extrêmement importantes puisqu'elles nous permettent de construire l'avenir. Aujourd'hui, c'est pas toujours bien vu. Nous revenons à notre ami Caton. Mais revenons-en à moi. 83 ans. Il a 83 ans, soi-disant, Caton, quand Cicéron le fait parler. Bien sûr, j'aimerais pouvoir me glorifier comme Cyrus, mais je peux pourtant dire ceci. Je n'ai plus évidemment les forces que j'avais quand j'étais simple soldat pendant la guerre punique, ou questeur pendant ou consul en Espagne, ou 4 ans plus tard quand j'ai combattu farouchement comme tribun militaire près des Thermopyles sous les ordres du général Manlius Glabrio. Et pourtant, vous pouvez le voir, la vieillesse ne m'a pas épuisé totalement ni découragé. Ni le Sénat, ni la tribune des Rostes, c'était une tribune où on haranguait la foule. Et ni mes amis, mes clients, mes hôtes ne déplorent la défection de mes forces. Je n'ai jamais approuvé ce proverbe ancien et apprécié qui dit « Si tu vas avoir une longue vieillesse, deviens vieux de bonne heure ». J'aimerais mieux être moins longtemps vieillard qu'être vieux avant l'âge. Et personne jusqu'à présent n'a cherché à me voir sans être reçu parce que j'étais occupé. Alors, la vieillesse a joué un rôle sur Caton, bien entendu, mais Caton nous dit cette vieillesse a des limites. Elle ne m'a pas envahi de telle façon que je ne puisse plus fonctionner. Et même si je suis occupé et quelqu'un vient me voir, je le recevrai. Je suis toujours prêt à parler avec les gens, etc., s'il le faut. Et la vieillesse, finalement, elle est plus dans la tête que dans la personne elle-même. C'est ce que nous dit, on peut être vieux de bonne heure, mais ce n'est pas ça qui nous fera vivre. Il dit ça avec ironie, hein, quand il dit, si tu veux avoir une longue vieillesse, deviens vieux de bonne heure. Non, pas du tout. Si tu veux vivre longtemps, il faut que tu restes jeune dans ta vieillesse. C'est ça que veut nous dire Caton. Donc, quelque chose d'extrêmement important. Et il continue. J'ai moins de force que chacun de vous deux, quand il parle à Lélius et à Scipion. Hein. J'ai moins de force que vous deux. Mais vous-même n'avez pas les forces du centurion Titus Pontus. Vous n'êtes pas des soldats. Donc, vous n'avez pas la même force qu'un soldat entraîné qui court, qui s'entraîne, qui combat,
qui fait plein de choses. Vous est-il pourtant supérieur? Qui est-ce qui est supérieur? Vous, Lélius et Scipion, ou un soldat, un centurion, c'est un officier, un centurion. Il suffit d'utiliser ses forces avec raison et de faire des efforts dans la mesure de ses moyens. On n'aura pas alors à regretter ses forces. On dit que Milon a parcouru le stade d'Olympe en portant un bœuf sur ses épaules. Préférerais-tu, il parle à ses amis, préférerais-tu recevoir sa force corporelle ou l'intelligence de Pythagore? Qu'est-ce qui vaut mieux, être un gros musclé, monsieur Monde, là, comment il s'appelle quand ils font les, vous savez, avec les poids et haltères pour montrer. Miss Univers. Pardon? Miss Univers. Non, pas Miss, monsieur. Pas Miss. Monsieur, c'est pas Miss. C'est l'homme, les hommes qui montrent leurs muscles comme ça, etc. Alors, qu'est-ce qui est mieux, être un homme comme ça ou avoir l'intelligence de Pythagore? Bon, il est évident que pour Caton, il n'y a aucun doute. Hein. Utilise enfin ce don tant qu'il est là. Une fois disparu, il n'est pas à regretter, pas plus. Les jeunes ne doivent regretter leur enfance ou un peu plus tard leur jeunesse. C'est-à-dire, si on a la force dans la jeunesse, ben c'est très bien. Et puis si on l'a pas, c'est pas grave non plus. Le cours de la vie est défini. Le chemin de la nature est unique et simple. Un moment précis a été attribué à chaque partie de la vie, si bien que la faiblesse des enfants, le caractère farouche des jeunes, la gravité de l'âge adulte et la maturité de la vieillesse ont un caractère naturel qui doit être accepté au moment approprié. C'est-à-dire que nous devons accepter notre vie telle qu'elle est. C'est ce que nous disait tout à l'heure notre... comment il s'appelle, ce que disait tout à l'heure, pas tout à l'heure, la dernière fois que j'ai parlé sur la nature. Hein, que c'est la nature qui domine l'homme et on doit l'accepter telle qu'elle est. Caton continue. Les forces n'existent plus dans la vieillesse, mais on ne demande pas de force à la vieillesse. Grâce aux lois et aux usages, notre âge est exonéré des charges qui ne peuvent être assumées sans force physique. Voilà pourquoi on ne nous force pas à faire non seulement ce que nous ne pouvons pas faire, mais même ce que nous pourrions faire. Vous voyez, il y a là quelque chose d'assez extraordinaire. C'est déjà à Rome, on reconnaissait le statut de vieillesse, de la vieillesse. C'est-à-dire qu'un homme qui avait un âge avancé, eh bien, il était exonéré de plein de charges, de plein de fonctions, parce qu'il ne pouvait plus les faire, et c'était normal. Ça, c'est pour les gens de haut rang, hein, parce que chez les pauvres, c'était évidemment pas comme ça. Mais c'est un fait tout à fait passionnant de voir qu'on reconnaissait aux vieux un statut particulier. Et continue notre ami Caton. Quoi d'étonnant que des vieillards soient parfois affaiblis quand les jeunes eux-mêmes peuvent éviter de l'être. Quoi d'étonnant que des vieillards soient parfois affaiblis quand les jeunes eux-mêmes ne peuvent l'éviter de l'être. Il faut, Lélius et Scipion, tenir tête à la vieillesse. Il faut compenser ses faiblesses par un soin attentif, lui livrer combat comme on se bat contre la maladie. Alors là, moi, je ne participe pas au combat contre la maladie. On ne doit pas combattre la maladie, mais pour Caton, à l'époque, on combat la maladie. La maladie doit s'accepter pour moi, mais c'est une autre théorie, c'est tout. Et compenser la vieillesse, je ne sais pas si on peut la compenser. Il faut être en état de la compenser. Juste une petite remarque. Est-ce que dans le cas de combattre la maladie, ça ne veut pas dire la même chose dans ta tête que d'accepter la maladie? Parce que... Je ne crois pas, parce que si tu regardes bien, Gérard, tu verras par exemple au moment du corona, j'avais écrit quelque chose là-dessus, je ne sais plus où je l'ai publié, où je l'ai dit, je ne sais plus, au moment du Covid, que tous les chefs d'État avaient dit on est en guerre contre la maladie, on est en guerre contre le virus, mais il n'y a pas de guerre contre un virus. Un virus, il n'est pas en guerre, lui. Il ne nous attaque pas, le virus, il veut vivre. Il vient en nous pour vivre. On n'en a pas besoin, mais il est là. Mais il n'attaque pas. C'est une attaque, c'est quelque chose d'intentionné. Or là, il n'y a rien d'intentionné. Mais au niveau de l'analyse des mots,
je ne dis pas que ça dépasse un petit peu la volonté de la raison. Quand je vois le mot combattre, c'est faire face. Accepter, c'est regarder. Et tourner le dos, c'est ignorer. Et je pense que dans ton cas, à toi, combattre la maladie ou accepter la maladie, il y a une proximité entre les deux notions. Il y a probablement une proximité, mais en même temps, il y a un grand clivage entre les deux. C'est pas pour rien que tout le système médical fonctionne comme une armée. Hein. Quand tu vas dans un hôpital, tu as les profs, les mandarins qui sont les généraux, et il y a les officiers, puis il y a les soldats. Ça fonctionne comme ça, hein. C'est pas très différent. Donc, c'est le modèle qui a été utilisé pour créer le système de santé. Et ça, c'est dans le monde entier. Est-ce que c'est le bon système? Est-ce que c'est pas le bon système? J'en sais rien. Pour l'instant, c'est ça qu'on a. On ne connaît pas tellement d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est cette idée de combat. Je veux pas rentrer trop dans cette notion parce que c'est quelque chose que j'avais abordé il y a quelques années où j'avais fait une série de conférences sur le combat contre la maladie et où je disais, où je suis d'accord avec toi, il faut faire face à la maladie, ce qui est tout à fait différent. Bon, et c'est beaucoup plus rentable. Bien. Alors, combien de temps on va travailler? Eh bien, chez les Juifs, on nous dit comme ça. Dans le Talmud, on nous dit, les sages ont enseigné, un prêtre, à partir du moment où il a 2 poils, c'est-à-dire à partir du moment où il rentre dans la puberté, jusqu'à ce qu'il vieillisse, est apte au service du temple. Jusqu'à quel âge peut-il vieillir? Rabbi Hilla a dit au nom de Rabbi Marina, jusqu'à ce qu'il commence à trembler. En réalité, il y avait un âge. Hein. C'était de 20 ans à 50 ans, 20 ans à 60 ans, ça dépend. Mais ça, c'est un texte intéressant. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as l'âge où tu deviens un adulte, parce qu'on considère que si un homme, enfin un enfant, a 2 poils qui ont poussé sur lui, ben, ça veut dire qu'il n'est plus un enfant. C'est un des signes pour la sortie de l'enfance et l'entrée dans la puberté. Et à partir à partir de ce moment-là, il peut commencer à travailler au temple. On parle des Kohanim ici, des prêtres. Et jusqu'à quand peut-il travailler? Ben, tant qu'il ne tremble pas. À partir du moment où il tremble, ben, ça ne va plus, alors il faut arrêter. Remarquez, un chirurgien, hein, quand il a appris la chirurgie, quand est-ce qu'il va arrêter? Il va arrêter au moment, j'en ai connu comme ça, oui, je ne peux plus travailler parce que ma main n'est pas suffisamment sûre quand j'opère. Et donner un coup de scalpel de travers, c'est en général pas très bon pour la santé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Caton continue. Avoir le souci de sa santé, faire raisonnablement de l'exercice, manger et boire de façon à restaurer ses forces et non à les étouffer, ça c'est bien. Hein, ça c'est bien. On se croirait aujourd'hui. Hein. Vous donnez ce texte-là à des médecins et vous diront c'est parfait. En vérité, il ne faut pas seulement s'occuper de son corps, mais encore beaucoup plus de son intelligence, dit Caton. Ah oui, c'est bien de s'occuper de son corps, c'est bien d'avoir souci de sa santé, de faire de l'exercice, de bien manger, pas trop manger, mais il faut aussi s'occuper de son intelligence et de son esprit, car eux aussi sont éteints par la vieillesse comme une lampe qu'on n'alimenterait pas en huile. Vous voyez, lui, il ne parle pas de pile, il parle de lampe à huile. Certes, les corps s'alourdissent par l'épuisement dû à l'exercice, mais les esprits, eux, s'allègent en s'entraînant. Alors ça, c'est une question importante. On dit que si des gens qui ont des problèmes de dégénérescence mentale, s'ils s'entraînent mentalement, s'ils font des exercices, des jeux, etc., eh bien, ils vont maintenir une certaine santé mentale. C'est oui, c'est non, on n'en sait rien, c'est pas du tout évident. Vous savez, maintenant, il y a des jeux dans les téléphones ou dans les ordinateurs où on vous met votre QI,
hein, votre quotient d'intelligence. Alors oui, si tu as tant de points, c'est que tu es comme ça. Si tu as tant de points, tu es comme ça. Et que ces jeux-là aideraient à maintenir un niveau mental. Peut-être, j'en sais rien. Donc, il faudra alléger nous entraîner constamment dans notre cerveau et ça nous aiderait. C'est vrai que quand on ne s'entraîne pas du tout, quand on laisse les choses aller comme ça, on se laisse aller mentalement, ben, ça s'empâte, hein, c'est vrai. Car quand Cécilius parle de stupide veillard de comédie, il veut dire crédule, sans mémoire, négligent. Ces défauts sont ceux non pas de la vieillesse, mais d'une vieillesse inactive, indolente, assoupie. Il y a souvent des gens âgés qui se disent ah moi je bouge plus, hein. Ça y est, c'est fini. Je reste sur place, je ne fais pas d'efforts. L'insolence, la débauche caractérise mieux les jeunes que les vieux, et encore pas tous les jeunes, ceux qui ne sont pas vertueux. Le mot vertu me gêne beaucoup parce que ça c'est un mot très ambigu, mais je ne vais pas l'interpréter maintenant. De même, cette stupidité sénile qu'on nomme habituellement démence caractérise des vieillards inconsistants et non tous les vieillards. Comme si c'était volontaire, c'est par l'indolence, la non-activité. Moi, je connais des gens extrêmement intelligents, brillants, créatifs, qui ont été atteints de Alzheimer. Il n'y a rien à faire, hein, ils n'y ont pas échappé, hein, rien du tout. On n'échappe pas à ça, forcément. C'est quelque chose qui est au-delà pas de notre compréhension, mais enfin de notre pouvoir. Les gens qui souffrent de démence, il y a des gens très intelligents, des philosophes qui sont entrés en état de démence. Donc, c'est pas forcément vrai. Regardez Nietzsche comme exemple, par exemple, qui est devenu. Bon, je pense quand même quelque chose de faussé parce qu'il parle à l'époque donc de Rome finalement. Et à l'époque de Rome, il n'y avait pas beaucoup de gens qui arrivaient dans les âges élevés, donc il n'y avait pas beaucoup de dégénérescence cérébrale. Et finalement, ils ne connaissaient pas tellement cette maladie d'Alzheimer. Il devait y avoir certains centenaires, mais pas beaucoup. Alors que nous, on est vraiment maintenant, la majorité des gens vivent vieux. Donc on voit cette dégénérescence cérébrale se multiplier. Et lui, je pense qu'il parle plutôt d'individualité ou peut-être effectivement de choses exceptionnelles, mais je pense que c'est pas la même problématique. Nous, on parle vraiment, enfin, pour nous, la démence, c'est vraiment une maladie, et c'est une maladie liée à l'âge, et l'âge, on y arrive maintenant vraiment facilement. Lui, à l'époque, à mon sens, il y avait très peu d'Alzheimer, je pense, à cette époque-là, c'est quelque chose qui a augmenté avec l'âge. Et donc, il parle peut-être effectivement des gens qui physiologiquement ont une vieillesse quelque part pas volontairement, mais qui font pas grand-chose pour aller contre cette vieillesse. Je pense qu'on est sur deux tableaux différents. Peut-être, mais peut-être aussi, Laurent, on doit peut-être recadrer ce qu'il dit dans son temps. C'est-à-dire que la vieillesse à l'époque de Caton, ce n'est pas 60 ans, ce n'est pas 70 ans, mais c'est plutôt dans l'ordre des 50 ans. C'est-à-dire qu'un homme qui arrive à l'âge de 50 ans est un homme vieux. Et alors, peut-être qu'à ce moment-là, on voyait déjà des cas de démence, d'Alzheimer, j'en sais rien parce qu'on n'était pas capable de le définir, mais des cas de démence, de perte de conscience, de conscience, du conscient, quoi, d'être conscient. Euh, et ce n'était pas forcément lié à un âge avancé. C'est vrai Non, que. Oui, oui, qu'est-ce que tu dis? non, justement, je suis d'accord avec toi, mais on voit là avec les statistiques depuis à peu près 100 ans qu'on a des statistiques, etc., que le pourcentage d'Alzheimer augmente avec l'âge de la population. Ça veut dire que, à mon avis, ces gens de 50 ans, comme il y a encore des gens qui font Alzheimer à 50 ans maintenant, mais ça reste, c'est pas la vieillesse, c'est vraiment Alzheimer. Mais c'est rare, c'est-à-dire que le Alzheimer, c'est plutôt à partir de 60, 70, 80. Oui, Or là, ils n'arrivaient pas à 80, sauf exception. Et donc, ceux dont il parle, à mon avis, c'est des gens vieux et pas des démences. Et donc, je pense qu'il parle de ceux dont il parle. C'est logique qu'ils disent quelque part, on peut lutter contre ça parce que je pense que c'était physiologique.
Oui, Pas La sénilité, ça s'appelle. Sénilité. Non, sénilité, c'est déjà pareil, parce que sénilité, c'était l'ancien mot quelque part d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit sénilité, démence, tout ça, c'est à peu près pareil. Je pense que vraiment, il y a une différence entre l'époque moderne où on vit très vieux et l'époque ancienne où les gens n'avaient pas d'Alzheimer et ils se laissaient effectivement aller. C'est-à-dire qu'ils se sentaient vieux, mais c'était physiologique, ce qui veut dire que ce qu'il dit là, moi, ça me paraît tout à fait raisonnable. oui, C'est-à-dire qu'en luttant contre dans la tête, si on décide de ne pas être vieux, c'est possible. Maintenant, ce que tu dis, quand tu dis il y a des philosophes qui ont Alzheimer, oui, c'est pas possible parce que c'est une maladie. Or, lui, à son époque, ce n'était pas une sénilité, c'était une vieillesse, je oui. pense. Oui, c'était pour lui la cause essentielle était le laisser aller, alors Oui, qu'aujourd'hui, je pense que c'était réellement ça. c'est pas seulement le laisser aller, mais c'est souvent autre chose que du laisser aller. C'est souvent un signe de maladie physiologique, oui, absolument, absolument. Alors, il continue, Caton, il nous dit, ainsi donc la vieillesse est-elle honorable si elle se défend par elle-même, si elle préserve solidement son propre droit, si elle ne se livre à personne, si jusqu'au dernier souffle elle règne sur les siens. J'apprécie autant un jeune qui a en lui quelque chose du vieillard qu'un vieillard qui a en lui quelque chose du jeune homme. Si l'on se plie à cela, on pourra être vieux dans son corps, jamais dans son esprit. Alors, a priori, il a raison. Si on est en bonne santé et qu'on reste jeune dans l'esprit, eh bien, on vieillit différemment. Un homme jeune dans l'esprit, il aura une conversation plus facile avec des gens jeunes qu'avec des gens âgés. Je vais vous donner un cas qui était un cas extraordinaire en Israël. C'était Yeshayahu Leibovitch, qui était un homme âgé, un philosophe, et qui parlait devant des parterres d'étudiants qui venaient par centaines l'écouter. Donc, et pourtant, il n'était pas jeune, hein, et il n'était pas facile non plus, parce qu'il était, quand on lui posait une question idiote, il disait, vous êtes un idiot. Alors, c'était assez comique, mais c'était un personnage hors du commun. Tout en étant vieux, il était resté très jeune dans son esprit, et il pouvait communiquer avec les jeunes. Parce que souvent, les vieux se déconnectent, hein. Il y a une déconnexion. On appartient à des mondes différents, on voit les choses différemment. On n'a pas la même expérience, on a une autre expérience. Très souvent, par les jeunes, d'ailleurs, elle est dévalorisée aujourd'hui. Oh, c'était comme ça il y a 50 ans, oui, mais c'est plus comme ça aujourd'hui. Mais en réalité, c'est pas si simple. Je crois que c'est pas du tout si simple que ça. Je crois qu'il y a il y a une complexité là de, de, de ce qu'est la jeunesse, de ce qu'est la vieillesse et qui est une gêne pour nombre de jeunes aujourd'hui. Parce que finalement, la vieillesse, c'est un miroir. Le jeune, il va se voir dans les yeux du vieux dans son futur. Et ça, c'est... Oui, il y a aussi, pardon, le jeunisme aujourd'hui. Oui, il y a le jeunisme, l'anti-aging, ne pas vieillir, etc. Oui, mais alors c'est ça fonctionne à plein, hein. C'est absolument terrifiant même. Regardez tous les écrits qu'il y a sur le Botox aujourd'hui. Comment on dit en français Botox? Botulique, je ne sais plus comment on dit ça. Où on vous enlève vos rides, on vous enlève Toxine botulinique, mais c'est le Botox, c'est ça. C'est la toxine botulinique. toxine botulique. On essaye de vous enlever votre âge. On vous aide à effacer votre âge. Ça marche ou ça ne marche pas, mais on essaye d'effacer l'âge. Alors que c'est quelque chose d'assez curieux, finalement. Ou les opérations esthétiques. J'ai eu une patiente un jour qui avait fait 15 opérations esthétiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du drame. C'était presque de l'addiction à l'opération esthétique. Chaque fois qu'il fallait redresser quelque chose, allez, hop, sur le billard. Bon, c'était terrible. C'est un refus d'être ce qu'on est. Il y a aussi là un problème que je ne crois pas que je vais aborder dans ces séances, mais sur l'identité.
qu'est-ce qui se passe au niveau de l'identité d'une personne qui vieillit? Est-ce qu'il a la même identité que lorsqu'il était jeune? Ça, c'est tout un propos que je n'ai pas abordé et que je ne sais pas si on l'abordera. Vient ensuite le troisième reproche qu'on adresse à la vieillesse. Là, on rentre dans un sujet qui va être assez long, hein, parce que je vais le traiter du point de vue juif après. Vient ensuite le troisième reproche qu'on adresse à la vieillesse. Elle n'offre plus, paraît-il, les plaisirs des sens. Quel magnifique présent de l'âge qui nous ôte ce qu'il y a de pire dans la jeunesse. Écoutez donc, excellents jeunes gens, le discours que tenait autrefois Archytas de Tarente, un homme d'une importance exceptionnelle. Je l'ai recueilli quand j'étais à Tarente avec Quintès Maximus. Selon lui, aucun fléau plus mortel que le plaisir du corps n'a été donné à l'homme par la nature. Ses désirs insatiables sont incités à l'obtenir aveuglément et sans frein. Alors, là, on touche à la sexualité, le plaisir du corps. Quand on parle de plaisir du corps, en général, on ne parle pas de la nourriture. Hein. On parle de sexualité. Et dans ce texte, on pourrait y voir les prémices de ce que le christianisme a dit sur la sexualité. Vous savez, dans le christianisme, essentiellement chez les catholiques, mais pas seulement, le péché originel, c'est l'acte sexuel. Chez les juifs, c'est pas du tout comme ça. Hein. Pour le monde chrétien, l'acte sexuel est donc un acte impur. Un acte que l'on fait parce qu'on n'a pas le choix, il faut se croiser et multiplier. Et si on est assez fort, eh bien, on va prononcer un vœu de chasteté et on restera toute sa vie éloigné des plaisirs du corps qui sont le diable en personne. Alors ça, c'est une théorie qui est extrêmement forte. Cette théorie, elle a fait beaucoup de petits dans l'histoire, hein. Elle en fait encore. Je prie, Efrat rigole, mais moi, je n'ai pas pensé à ces petits-là, j'ai pensé à d'autres petits, à ce que le monde en a fait de cette sexualité. Et le monde juif a été intoxiqué par ça. Et on va voir comment. Enfin, pas tout le monde juif, mais une partie du monde juif. Alors, on va voir la vision juive de la sexualité. Je vais commencer aujourd'hui, et je ne crois pas qu'on terminera, parce que c'est assez long. Alors, dans le Guide des Égarés, Maïmonide, il nous dit quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le Guide des Égarés? Le sens du toucher qu'Aristote a abordé dans les mœurs et dont il dit que ce sens est une honte pour nous et combien il a bien parlé, car il est vraiment une honte parce qu'il est en nous en tant que nous sommes des êtres vivants et non pas une autre chose comme les autres animaux. Il n'a en lui rien qui relève de la condition humaine. Alors, le toucher. Le toucher, c'est un sens extrêmement important. C'est la peau. Or, la peau est l'organe le plus grand de notre corps. Donc, le sens du toucher, c'est celui qui est le plus vaste en nous. Beaucoup plus que la vue, beaucoup plus que l'odorat. Le toucher, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Quand vous étudiez, si vous lisez des livres sur les sens, vous allez voir ce qu'on va vous dire sur le toucher. Mais pour Aristote, le toucher, vous savez que le Guide des Égarés s'appuie très souvent sur Aristote. Hein. Maïmonide n'avait aucune honte à citer des philosophes grecs et musulmans. Et aujourd'hui, personne ne citerait des philosophes grecs ou musulmans ou autres dans les œuvres juives qu'on publie aujourd'hui. Mais à l'époque, oui, il n'y avait pas de problème. Alors, Aristote a dit que ce sens est une honte pour nous. Pourquoi? Parce qu'il est à la base de la sexualité. C'est le toucher qui provoque la sexualité. Et combien il a bien parlé, dit Maïmonide. Car c'est une honte, ce toucher.
parce qu'il est en nous en tant que nous sommes des êtres vivants, et non pas une autre chose comme les autres animaux. Il n'y a en lui rien qui révèle la condition humaine. C'est les animaux, ça. Les animaux, ils ont le toucher. Les animaux, ils ont la sexualité, mais pas l'homme. C'est une honte, cette sexualité en l'homme. On verra d'autres textes de Maïmonide sur la suite de ça. Mais c'est tout de même assez intéressant de voir que Maïmonide s'appuie sur les Grecs pour parler de cette activité qu'il considère comme une activité animale. C'est le plus bas niveau de l'homme. Et pourtant, l'homme est contraint d'avoir une relation sexuelle pour avoir des enfants. Je vous rappelle que pour être rabbin dans le monde juif, il faut être marié et avoir des enfants. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que ça fait partie de l'entité humaine. Maintenant, on va voir que tout le monde ne pense pas comme Maïmonide là-dessus, mais il a eu un effet énorme sur le judaïsme en écrivant ces choses-là. Donc, Maïmonide rejoint très bien notre ami Caton, hein, Cicéron Caton, parce que il considère. Oui, quelqu'un veut parler? Non. Alors, c'est considéré que notre corps est un obstacle dans notre vie parce qu'il nous ramène finalement à une certaine bestialité. On parle d'ailleurs du tzad béhémi, du côté animal qu'il y a dans l'homme, on en parle beaucoup. Évidemment, un des grands combats du judaïsme, c'est de combattre la bestialité. Parce qu'on a un côté animal et on doit le combattre. C'est ce que du moins ce que nous présente Maïmonide ici. On verra que tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée-là. Je ne vais pas aller plus loin parce que sinon ça nous mène sur des textes qui sont assez longs maintenant. Et je vais laisser tout le problème de la sexualité à la semaine prochaine chez les Juifs et voir en quoi, quelles sont les différences avec Caton, quelles sont les ressemblances et ce que ça nous dit. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Il n'y a pas de questions? Il y a pas, quelqu'un ne veut pas dire quelque chose sur quoi que ce soit? Moi, je veux dire merci. Ben, Moi, je veux dire que c'est très, très intéressant l'accès à toutes ces sources très, très différentes, les Chinois, les Grecs, les Juifs. Je trouve ça passionnant. alors, je voulais vous apporter des morceaux comment ça s'appelle en français, le Keisar Hatzaov, on l'appelle en hébreu, l'empereur jaune. L'empereur jaune, c'est un livre extrêmement ancien de médecine chinoise. Il a environ 3000 ans d'existence, le bouquin. Et sur ce sujet, mais c'est tellement compliqué. Je ne vais pas l'apporter, je ne vais pas l'amener parce que le temps qu'on déchiffre quelque chose là-bas, ce n'est pas écrit dans une langue qui est à notre portée. Vous savez, les Chinois écrivaient plutôt pour le monde entier, ils écrivaient plutôt pour eux-mêmes. Hein. Il est encore utilisé, hein, l'empereur jaune, hein, on l'utilise, chinoise. C'est pas un livre qui a disparu. Si vous avez l'occasion, feuilletez-le un jour. Vous verrez, c'est intéressant. Je voulais juste dire là, par rapport à l'acupuncture et par rapport à la médecine chinoise, parce que j'ai pratiqué un peu les deux. Ce qui est étonnant, c'est leurs intuitions, parce que le rein, en fait, travaille énormément au niveau du calcium et de l'os. Et ils ont eu des intuitions avec l'organe rein. C'était absolument, nous, on l'a fait après toutes les recherches analytiques qui ont montré cette action du rein sur l'os, mais ils ont des intuitions très, très étonnantes pour tous les organes. Je ne suis pas sûr que ce soit une intuition. Je crois que c'était déjà une découverte chez eux. Parce que c'était des gens qui faisaient de la dissection. Hein.
Oui, alors c'était des oui. découvertes sur des statistiques, en fait, de voir des pathologies liées à l'organe rien, liées à l'os, peut-être. Peut-être. Vous savez, Mais le christianisme nous a créé a fait des dégâts au niveau de la médecine, des grands dégâts, parce que le christianisme a interdit la dissection, et il interdit même presque la recherche médicale. Vous savez qui faisait des opérations au Moyen Âge, jusqu'à Ambroise Paré, Barbier. les barbiers. Les arracheurs de dents. Ah oui. Les arracheurs de dents, les barbiers, c'est la même chose, et qui vous rasaient la barbe, et qui en même temps faisaient les opérations. Ils étaient très doués, hein. C'était des gens très très doués parce qu'ils savaient remettre un os en place, ils savaient extraire quand il y avait une tumeur, ils savaient l'extraire, etc. Les médecins se moquaient d'eux. C'est pas de la médecine, ça. Jusqu'à Ambroise Paré. Ambroise Paré était un barbier, mais c'était un barbier tellement brillant qu'il est devenu barbier de François Ier. Il est devenu médecin. À partir de ce moment-là, la médecine commence à changer. Elle commence à dire peut-être que la chirurgie, c'est aussi une partie de la médecine. Mais ça a pris du temps. Et l'Église n'aimait pas ça. Parce Et que le judaïsme n'a pas du tout légiféré sur l'autopsie. il y a Je une parle avant le christianisme. Est-ce que l'autopsie était permise? Galien pratique des vivisections. Des vivisections. Non, mais c'est pas le judaïsme. Ah non, pas Le judaïsme. chez les Juifs. L'autopsie, elle est Interdite. elle est pas, elle passe des périodes différentes. À l'époque du Talmud, on fait des autopsies. Parce que Ah oui. oui, oui, on voit très bien. Quand on lit dans le Talmud, il y a ce Ah oui. qui s'appelle Rouline, qui est un traité qui traite de tout ce qui est le, la, l'anatomie animale. Hein. Ben, on voit très bien que et ça ne traite pas que de l'anatomie animale, ça traite aussi de l'anatomie humaine. On voit très bien que les médecins juifs savaient de quoi ils parlaient. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose qu'on regardait de l'extérieur, mais on rentrait. D'ailleurs, on sait que beaucoup de médecins juifs, dissection. Ce n'est pas des dissections sur des corps de juifs la plupart du temps, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Acheter des corps de gens qui avaient été condamnés à mort. Et après leur exécution, ils rachetaient le corps et ça dépendait où, parce qu'il y avait des endroits où c'était interdit, où les chrétiens interdisaient aux juifs de faire ça, pas parce que c'était de la dissection, mais parce qu'ils ne voulaient pas que les juifs dissèquent des corps de chrétiens. Ils préféraient les laisser pourrir comme ça au gibet, hein, à côté du gibet. Mais les Juifs achetaient souvent des corps et ils les disséquaient. Il n'y a pas que les Juifs d'ailleurs. Si vous vous intéressez un petit peu à monsieur Leonardo da Vinci, vous verrez qu'il lui aussi faisait ça. Et c'était très dangereux parce que si l'Église avait découvert qu'il faisait ça, il risquait d'être arrêté. Et ça faisait mal en général quand l'Église arrêtait quelqu'un pour des trucs comme ça. Donc l'Église a toujours arrêté, freiné la médecine. Parce que ça traite du corps, et le corps, c'est quelque chose de négatif. On doit le laisser aller. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de cette notion de laisser aller hein, chez les ultra-orthodoxes, c'est tout de même assez étonnant. Parce que si vous regardez un petit peu la tradition juive antique, et pas antique seulement, mais même au Moyen Âge, le juif doit se laver. Le juif est astreint à se laver. Contrairement aux non-juifs, aux gentils, pas à Rome. Hein. À Rome, les gens aisés se lavent. En Grèce, les gens se lavent s'ils sont aisés. Et Mais le juif était obligé d'aller au mikvé de toute façon. pour aller au mikvé, il faut être propre. Oui, oui, Pas aller au mikvé si on est sale. oui, oui. Donc, ça oblige à se laver. Et cette obligation fait que les Juifs ont toujours eu une hygiène beaucoup plus grande que les autres. Ce qui a fait que lorsque au XIVe siècle, il y a la peste noire en Europe qui décime 2 tiers de la population européenne, les Juifs sont moins atteints que les autres parce qu'ils ont une hygiène de vie beaucoup plus grande. Une hygiène de vie au niveau de leur corps, puisqu'on se lave,
Alors que chez les gentils, chez les catholiques essentiellement, se laver, on se lave maximum une fois par an. Quand on se marie, on se lave les pieds. Mais autrement, on ne se lave pas beaucoup. Peut-être chez les nobles un peu plus, il y a des baignoires de temps en temps, oui. Mais ce n'est pas parce qu'on veut se laver, c'est parce que c'est comme ça, c'est agréable, c'est de l'eau chaude. Mais chez les Juifs, donc on se lave. Et il y a une autre chose, c'est le facteur d'hygiène au niveau de la nourriture. Comme on mange différemment, comme on sale la viande avant de la consommer, comme on va faire attention, beaucoup plus attention à ce qu'on mange, donc on va manger d'une façon qui est plus saine. Et tout ça fait que les Juifs sont moins atteints que les autres par la peste noire. Question. Oui. Par rapport à la peste ou le Covid, en termes de pandémie, épidémie, etc., est-ce que, comme ceux qui pratiquent le MIGV, c'est pas plus dangereux de le pratiquer en ce genre de période que de ne pas le faire, du fait qu'il y a pas seulement la proximité, mais c'est surtout le fait que dans la même eau, les gens vont se tremper et peuvent se communiquer les maladies. Tu as raison, mais il se trouve que très souvent, à cette époque-là, qu'est-ce qui sert de mikvé? C'est le fleuve qui est à côté, c'est une source. C'était très froid aussi. Ça tuait les bactéries. En Pologne, ça tuait ou ça tuait pas les bactéries. En Pologne, ils creusaient la glace et ils se trempaient dans de l'eau glacée, hein, en guise de mikvé. Des comptes. C'était donc très, très particulier. Les mikvés, tels qu'on les conçoit aujourd'hui, ils sont bien fermés avec de l'eau chaude, comme c'était pas comme ça dans le temps. Et très souvent, c'était de l'eau. On n'a pas le droit d'utiliser de l'eau du robinet pour le mikvé. On doit avoir de l'eau maïm chaim, de l'eau vivante, ce qu'on appelle. Et donc, c'est de l'eau qui se change beaucoup, qui change. Et alors, quand on utilisait les rivières et les Les sources, fleuves. les fleuves, etc., ben, il y avait tout de même moins de risques d'attraper. Ça ne veut pas dire qu'on n'attrapait pas, mais ça veut dire qu'il y avait moins. Voilà, c'est ça. Autre question, messieurs, dames? Non? Ben, on va arrêter là sur la vieillesse aujourd'hui. En tout cas, restez jeunes dans votre esprit et ne vieillissez pas. Et une des sources de la jeunesse de l'esprit, c'est la curiosité. Soyez curieux. Intéressez-vous à ce monde qui est tellement étrange. On ne comprend rien. On ne comprend rien du tout. Même si les gens vous disent « Ah, moi, je sais, je comprends, je sais pourquoi, je sais. » Non, on ne sait pas. Pourquoi Dieu a créé un monde comme ça? On ne sait pas. Alors, c'est ça le but. Je dis tout le temps, et ça fait frémir beaucoup de gens quand je dis la Torah, ce n'est pas seulement un livre écrit, c'est le livre créé, c'est la création. La création, Ah oui. Dieu nous a donné le monde, à nous de le comprendre. Et c'est dit au début, dans les premiers versets de la Bible, qu'on doit dominer ce monde. Dominer, ça veut dire comprendre, ça veut dire avoir une autre approche de ce monde que celle que nous avons. Et ne pas s'enfermer sur le livre dans les quatre murs de la yeshiva ou du Beit Midrash ou de la synagogue. Et d'ailleurs, vous savez que d'après la loi juive, tous ces endroits-là doivent être accompagnés d'une fenêtre. On ne fait pas une synagogue sans fenêtre. Hein. Et c'est pas pour rien. C'est qu'on puisse regarder par la fenêtre. Qu'on puisse voir qu'il y a quelque chose entre autres. Je vous invite à regarder, à lire
la traduction des chapitres des psaumes qui figurent, ou le texte original, si vous pouvez le lire. Je vous conseille de lire du vendredi soir, hein, de la Kabbalat Shabbat, de la réception du Shabbat, de lire les chapitres là-bas, et vous allez voir combien la nature est présente dans le texte, combien le texte nous dit « Regardez la nature, regardez ce qui se passe ». Il y a une appréciation d'ailleurs chez les kabbalistes et chez beaucoup de chassidim, chez certains chassidim, par la suite, il y avait une obligation de sortir de la synagogue pour recevoir le Shabbat. Il y a un enseignement comme ça qui dit qu'il y a dans une charrette 5, je ne sais plus combien de personnes très religieuses et qui lisent leur livre de la Torah pendant le voyage, qui étudient, et qu'en fait, il y a une discussion dans le Midrash, est-ce qu'il vaut mieux lire la Torah pendant le voyage que regarder le paysage? Alors, je ne sais plus quels sont les arguments, mais je pense qu'effectivement, c'est une discussion que j'ai entendue dans le Midrash, cette problématique entre la fermeture entre guillemets sur le livre, qui est censé être le livre qui ouvre tout, et l'ouverture avec ses propres yeux sur le monde. Et d'ailleurs, chez les kabbalistes, c'est très fort, ça. On apprend sur la route. C'est ça. Ouais. Ça ne se fait pas dans le Beit Midrash, il ne se fait pas dans une structure fermée. Ça se fait sur la route. Et c'est absolument extraordinaire comme idée. Mais malheureusement, ça ne touche pas beaucoup les oreilles de nos frères. Voilà, malheureusement. Bien, messieurs, dames, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Merci beaucoup. Merci. Bonne semaine. Cet enseignement. Bonne semaine. Merci beaucoup. Bonne semaine à tous. Bonne semaine.